On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours Ludovic de Sauté, Isabelle Bordry, Agnès Verdier-Molinier. Merci à tous les trois d'être ici. On continue à étudier les pistes qui sont sur les tables de Bercy, de Matignon et qui se négocient en coulisses. C'est la une de la Tribune aujourd'hui, les pistes de Bercy pour taxer les holdings. On en parlait juste avant la coupure pub avec Agnès Verdier-Molinier qui dit attention, attention. Quelles sont vos révélations exclusives aujourd'hui Il y a une petite mécanique, je vais paraphraser ce qu'a dit Agnès tout à l'heure, mais il y a un petit peu un concours d'épines fiscales là, qui est lancé, ça y est, à Bercy, c'est évident. Donc il y a deux cibles qui sont la taxation, on va dire, des holdings, et d'abord des holdings patrimoniales, c'est-à-dire c'est vraiment celles qui sont dans... Et donc ça concerne les familles, principalement. Voilà. Et puis le deuxième, c'est le pacte du Dutreil, et notamment, on va dire, la ligne de séparation du pacte du Dutreil avec 50% de professionnels, 50% de personnel, qui pose des questions, c'est-à-dire que c'est une réalité. Donc là où, tout à l'heure, on en parlait tous ensemble, là où je rejoins complètement Agnès, c'est que là, on a le sentiment qu'à Bercy, ça tourne avec des potentiomètres comme ça, où on va régler les pourcents. On change les curseurs, et l'argent tombe automatiquement. C'est un jeu politique sur lequel... Avouons-le, le Parti socialiste a très bien manœuvré en imposant ça dans cette séquence de rentrée. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas des dossiers de fond. C'est-à-dire des dossiers de fond que sont où est-ce qu'on va faire des économies, où est-ce qu'on va améliorer l'efficacité de certains services publics. Et ça fait partie des inquiétudes qui sont exprimées par les Français très régulièrement. C'est la santé, c'est-à-dire que tout le monde, je pense, a le sentiment que oui, il y a des gestes peut-être à faire en termes politiques pour obtenir une forme de stabilité qui durera ce qu'elle durera, mais pour autant, on est quand même plutôt en train de bricoler sur quelque chose qui ne pose pas les vraies questions sur lesquelles la France va devoir un moment ou un autre résoudre, sur lequel on a eu Fitch il y a 15 jours qui a été assez sévère. Je ne parle pas juste de la dégradation, mais de la façon de percevoir le côté non manœuvrant de la France. Dans les mais oui, le principal danger, c'est l'instabilité politique. C'est ça qu'a dit Fitch. Même au-delà de l'instabilité, c'est de dire, en fait, ce pays, pour l'instant, n'a pas le logiciel pour prendre une courbe qui a réussi à prendre l'Italie, qui a réussi à prendre l'Espagne. On est quand même sur une maladie orpheline, c'est-à-dire que la France est dans une situation assez spécifique et n'arrive pas à prendre ce virage que d'autres pays européens qui sont très proches de nous, y compris culturellement, ont réussi à absorber depuis 10 ou 15 ans. Bon, et moi, je voudrais qu'on parle de l'étude de l'AFEP qui est publiée ce matin, parce que si ce pays n'arrive pas à avancer, c'est aussi parce qu'on développe un narratif qui est parfois orthogonal avec la réalité des choses. Les grands groupes, pour les Français, sont souvent équivalents à l'optimisation fiscale et on va chercher de l'argent ailleurs et on les verse aux actionnaires. Est-ce que c'est ce qu'il ressort de l'étude de l'AFEP ? Chaque année, donc l'AFEP, je rappelle, c'est les 100, un peu plus des 100 premiers groupes français, les plus grands, les plus gros, nos multinationales. L'AFEP a mené une enquête auprès de ses adhérents pour voir quelle était la contribution économique et sociale de ces grands groupes à l'économie française. Qu'est-ce qu'on en retire, Agnès Verdier-Molinier ? Moi, ce que j'en retire déjà, c'est un prélèvement obligatoire, parce qu'on n'arrête pas de nous bassiner sur tous les médias que, en fait, les petites boîtes payent plus d'impôts que les grandes boîtes. C'est un peu le même schéma que sur la fiscalité des personnes physiques. Mais en fait, ça aussi, c'est faux. C'est une étude, alors je ne sais plus si c'est du CAE ou du Conseil des prélèvements obligatoires qui est sorti il y a quelques semaines, qui a indiqué Oui, mais c'est l'INSEE qui dit, c'était surtout sur l'IS en fait. Mais en fait, quand on prend l'ensemble des prélèvements obligatoires, et c'est là aussi, c'est le sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'impôt sur les sociétés, il y a les taxes de production, il y a les cotisations sociales, etc. etc. Et là, l'étude de la FEP est très claire, les prélèvements obligatoires au total, payés par ces entreprises, c'est 85 milliards d'euros, c'est 31% de la valeur ajoutée de ces entreprises. Et ça, c'est quand même très important de le dire et le redire, 31%. Chiffre 2024, avant la surtaxe d'IS qu'elle paye cette année en 2025. 8 milliards. Et alors, moi, j'ai repris une étude qu'on a sortie à la Fondation IFRAP en novembre 2022, où on faisait justement la comparaison de la cascade fiscale de totalité des prélèvements obligatoires payés par les entreprises en fonction de la taille des entreprises. Donc, on n'est pas que sur l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt parmi tant d'autres
payés par les entreprises. C'est comme si on comparait les impôts en parlant que de l'impôt sur le revenu des ménages, alors que tous les ménages qui nous écoutent savent très bien qu'il n'y a pas juste l'impôt sur le revenu à payer en France, sinon ils se sentiraient beaucoup moins harassés de taxes. Et quand on regarde l'ensemble des entreprises, c'est 29,2% de la valeur ajoutée payée en prélèvement obligatoire, c'est la totalité. Voilà. Les micro-entreprises, c'est 26%. Les petites et moyennes entreprises, c'est 27%. Voilà. Et donc, nous, on était déjà sur ce chiffre de 31, puisque sur les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises, on était à 31,1%. Donc, vous nous dites qu'il y a une progressivité de l'impôt, y compris chez les entreprises. Oui, mais il faut le rappeler parce que vous savez, pas ce qu'on entend, effectivement. Vous savez, Raphaël, le nombre de papiers qu'on a sur ce sujet et encore cette note de l'INSEE qui a finalement alimenté cette idée, alors que ça n'a pas de sens de regarder un seul impôt et de comparer. Voilà. Et aujourd'hui, on a tellement d'impôts en France qu'il faut toujours prendre la totalité des prélèvements obligatoires. Et je trouve que c'est l'enseignement le plus intéressant de cette note de la FEP. Pourquoi ? Parce qu'il remet les pendules à l'heure sur leur participation finalement au financement de quoi ? Du modèle social français qui nous coûte très cher. Et à un moment, il faut se dire que finalement, elle finance plus qu'en moyenne les PME et les micro-entreprises. Donc peut-être qu'on devrait les voir différemment aussi. Parce que sans entreprise, il n'y a pas de financement du modèle social. Ludovic de Sauté, il y a un petit classement en fait sur qui bénéficie en premier de la création de richesse, la valeur ajoutée des entreprises, c'est la richesse qu'elles arrivent à créer. Mais il y a deux chiffres. Il y a le chiffre que partageait Agnès à l'instant, les 85 milliards qui montent à 95 milliards de mémoire si on applique les mesures fiscales. La surtaxe d'IS, oui. Et donc ça veut dire que l'État est le deuxième bénéficiaire de l'activité des grands groupes. Puisqu'on est en train de parler d'un budget, d'un ancien budget qui était à 44 milliards, donc Absolument. x2. Donc c'est juste pour situer la proportion de l'apport. Puis après, il y a l'éclairage de cette étude, c'est-à-dire qu'est-ce que ces grandes entreprises qui composent la quasi-totalité du CAC 40, qui sont les multinationales, elles sont un peu plus de 110, qu'est-ce qu'elles apportent, qu'est-ce qu'elles déversent dans l'économie aussi, c'est tout aussi important. Et là, le chiffrage de la FEP montre qu'on est à peu près dans 270 milliards d'euros par an d'apport dans l'économie, que ce soit en éléments de salaire, que ce soit en fiscalité et autres. Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de se dire depuis le début, et c'est peut-être le point assez navrant, il y a le jeu politique et tout ça, c'est à quel point, en tout cas en France, on a une mauvaise compréhension, une mauvaise perception de ce qu'est l'économie. Et ça, c'est en train de se retourner progressivement quand même, j'allais dire, dans le débat politique entre nous, parce que il n'y a pas de honte à ce qu'il y ait des entreprises réussissent dans un pays. Il n'y a pas de honte à ce qu'il y ait des start-up, des scale-up, ainsi de suite. Et en revanche, on a aujourd'hui culturellement une incompréhension de ce qu'est un modèle économique. Ces entreprises, elles sont généralement celles de la FEP, les 110, elles sont soumises à une concurrence internationale qui est réelle. Ce pas des entreprises qui sont locales et plus en plus fortes. Elles se battent, elles ont des succès, elles ont aussi parfois des entraves, les droits de douane de Trump et autres. Donc il y a des choses à gérer. Elles ont leur propre vie. Et donc attention vraiment au discours stigmatisant en ce moment, parce que si on embarque tout, c'est-à-dire à la fois le patronat, les entreprises, les réussites, il ne reste plus grand-chose à la fin. Donc vraiment, et ça c'est un peu compliqué. Le sujet, c'est la création de richesse, au fond, Isabelle Bordry. Il y a un chiffre, moi, qui m'a surpris. Et que peut-être il faut qu'on décrypte ensemble. On entend toujours que les actionnaires sont favorisés par rapport aux salariés. Les salariés de ces grands groupes, c'est 164 milliards d'euros en France, 60% de la valeur ajoutée. Les actionnaires en France, c'est 14 milliards, c'est 5%. Ça arrive très très loin derrière les salariés. 2, l'État. 3, l'investissement. Oui, je pense que le point aussi qui est intéressant et que met en avant cette étude, c'est le nombre d'emplois, en fait. Aujourd'hui, lorsque l'on prend le secteur public versus le secteur privé, et je ne veux même pas mettre dos à dos les petites entreprises avec les grosses entreprises, le secteur privé, c'est 20 millions d'emplois. C'est les 3/4, voire plus, des emplois. Donc aujourd'hui, stigmatiser le secteur privé en essayant effectivement de le surtaxer, et je rejoins Agnès, sans remettre en cause le système public, c'est un vrai problème. Et ça crée aujourd'hui une défiance dans notre pays qui est terrible. Parce que la santé et l'éducation, qui sont les 2 sujets gérés par le secteur public aujourd'hui, les Français sentent bien que ça dérape.
sentent bien qu'on n'est plus au niveau dans lequel on était il y a 20 ou 30 ans. On est moins bien soigné. Il y avait un rapport des industries pharmaceutiques qui criait l'alarme en disant on n'a plus accès aux meilleures molécules et on ne va plus pouvoir les mettre sur le marché français il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, il y a une dégradation du service public avec cette volonté de vouloir encore plus être financé sans se remettre oui, parce qu'on va vous dire qu'on manque de recettes. Et en face, vous avez en fait le secteur privé qui emploie 20 millions de personnes et qui aujourd'hui est de plus en plus ponctionné. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie économique, je suis absolument d'accord, pour éviter justement de stigmatiser les uns et les autres sur des choses qui n'ont pas lieu d'être et d'avoir une vision globale, ce que Macron avait un peu essayé d'apporter au début et qui, je trouve, aujourd'hui, et notamment au Parlement, est complètement dévoyé. Agnès Verdier-Molinier. Non, mais il y a aussi un autre chiffre, c'est que finalement, ces grandes entreprises de la FEP, elles représentent 13% du PIB marchand de la France. C'est le chiffre que vous citiez, 272 milliards. Et finalement, on se dit que ça pourrait être plus si on n'était pas aussi, incitatif à ce que nos grandes entreprises se développent aussi à l'étranger. Et c'est dommage, en fait, de se dire que... C'est une bonne chose de se développer à l'étranger, Agnès Verdier-Molinier, non ? Mais pas quand on est dans un système de repoussoir où on incite finalement à ce que les hauts salaires, finalement, on les embauche plutôt ailleurs parce qu'il y a un tel niveau de charge sur les hauts salaires en France que il y a des arbitrages qui sont faits, soyons honnêtes. On se dit, oui, on ne va pas pouvoir prendre ces hauts salaires en France, on va plutôt les avoir au Luxembourg ou ailleurs. Oui, en Allemagne, où il y a un forfait social, effectivement. Non, oui, mais bon, ça relève aussi du non-dit. Quand on a regardé, nous, à la Fondation IFRAP, au-delà de 3 SMIC, les écarts de charges sociales sur les hauts salaires entre la France et l'Allemagne, mais il ne faut pas qu'on aille pleurer ensuite de ne pas avoir assez d'usines, avec des salaires de personnes qui ont vraiment un savoir-faire technique et qui sont très bien payés, des ingénieurs de haut niveau, etc. Alors, on en a, mais en fait, il y en a plein qui sont partis. Et pourquoi ils sont partis ? Ils sont partis aussi parce que le niveau de charge dans ces pays-là, juste à côté de chez nous, c'est moins important. Et ce qui est très, très dommageable pour notre économie, c'est que finalement, on a un modèle social de luxe qui nous coûte extrêmement cher et qui pèse beaucoup sur le travail et sur les entreprises, alors qu'on incite à faire des petits boulots. Tout ça sous l'injonction des mêmes économistes qui aujourd'hui nous disent qu'il faut aller faire la taxe Zuckman, etc. Donc quel est leur intérêt à eux finalement ? À la fin, on est sur la destruction du modèle français. Nicolas Dufour qui a dit que c'était antilibéral, que c'était une politique communiste menée par l'écart de charge Zuckman. Sociale, on l'a sorti sur une étude de la Fondation. Entre la France et l'Allemagne, on est sur combien ? Entre la France et l'Allemagne, sur les hauts salaires, au-delà de 3 SMIC, c'est 24 milliards de plus payés par nos entreprises pour les salaires qui sont au-delà de 3 SMIC par rapport aux Allemands. Et il nous manque 500 000 emplois dans ces rémunérations. Est-ce que ce n'est pas un sujet de retraite, ça, Agnès Verdier-Molinier ? On sait aussi qu'il y a davantage de retraites par capitalisation en Allemagne et que donc on ne peut pas complètement comparer les deux modèles. Non plus. C'est le sujet que tous nos économistes qui tiennent la dragée haute là, ces derniers jours, ils ont poussé tous les gouvernements à aller vers des allègements de charges au niveau du SMIC et ils ont créé une sorte de smicardisation de la France. Alors que oui, c'est bien d'avoir des personnes qui sont payées plus que le SMIC et qui créent de la valeur ajoutée dans des entreprises. Donc peut-être qu'on devrait, au lieu de se dire que les grands groupes ils font pas bien, etc., les critiquer en permanence, se dire comment on pourrait faire que une plus grosse partie des emplois de ces grands groupes ils soient chez nous. Augmenter le gâteau. Oui, c'est le sujet de la croissance qu'on oublie un peu ces derniers temps. Mais c'est pas malheureusement le... Et vous savez, plus on va aller dans le sens de ce que proposent Zuckman et Piketty, etc., plus les emplois de ces grands groupes, ils vont être de l'autre côté de la frontière. Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer ensuite, parce que c'est eux qui payent finalement aussi une grosse partie du financement du modèle social. Et c'est les autres qui vont rester, qui vont devoir financer. Donc peut-être qu'il faudrait raconter l'histoire, la vraie histoire, au lieu de partir dans tout ce qu'on a vu ces derniers jours et qui, malheureusement, de mon point de vue, reste quand même un peu alimenté par Bercy en sous-main. On va voir si la mobilisation des patrons d'ici quelques jours, énorme meeting, promet Patrick Matin, va permettre de renverser ce narratif. Vous voulez ajouter un dernier mot, Isabelle Vendry ? Oui, c'est vraiment de l'expérience, mais je suis assez d'accord. Et les salariés aujourd'hui français le ressentent, c'est-à-dire qu'il y a 20 ou 30 ans, beaucoup de salariés à haut niveau acceptaient d'être un peu moins payés en France parce qu'il y avait
justement l'apport de services publics. Et il y avait cet État-providence qui représentait une vraie valeur ajoutée pour eux, une vraie stabilité de l'emploi. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand vous dites à un jeune, est-ce que tu préfères aller travailler en Angleterre ou dans un autre pays ? En fait, la qualité du contrat de travail français a été complètement dévalorisée, en fait, parce que vous gagnez moins. Du fait de la dégradation des services publics. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous n'aurez pas de retraite. Et quoi qu'il arrive, on vous dit finalement, le système de santé, c'est beaucoup plus compliqué, il faut vous payer une mutuelle beaucoup plus chère. Donc en fait, aujourd'hui, la valeur même du pacte social que l'on avait il y a 30 ans est totalement dévalorisée. Et je rejoins Agnès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors les jeunes partaient beaucoup aux États-Unis ou en Asie, le monde est en train de changer. Mais il y a un vrai appauvrissement aujourd'hui de la société française, à mon sens, et notamment des cadres supérieurs, qui est lié à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la richesse apportée par l'État et ils gagnent moins que ce qu'ils pourraient gagner ailleurs. On est plein de messages extrêmement positifs ce matin, dites-moi, autour de la table. Écoutez, parce que tout ça, j'insiste, politique, parce qu'il y a un point de départ, c'est une dissolution de cette séquence qu'on est en train de vivre collectivement. Et ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a des grandes questions que la France doit traiter, à la fois en matière de financement de qualité. C'est-à-dire, si ces services publics dont parlait Isabelle, l'éducation, la santé étaient des entreprises, on se dirait que le service, honnêtement, n'est pas de qualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas l'optique, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire par rapport à l'argent qui rentre et ce qui en ressort, quelque chose ne va pas en termes d'organisation. On sent qu'il y a un peu de déperdition sur la ligne. Il y a déperdition, c'est quelque chose qui ne va pas. Point. Et tous les Français le ressentent, peu ou prou. Oui. Et beaucoup de Français, par ailleurs, sont fondamentalement plutôt attachés au fait que ça existe. Donc c'est un équipe. Là, le piège dans lequel on est, c'est qu'on est, depuis la dissolution, dans une immédiateté à la fois politique, budgétaire, sur des questions qui demandent une vision à moyen et long terme. Et là, ce décalage absolu peut être mortel pour la France. Il est pointé et tout, vraiment dans le fait de ne pas avoir la capacité de faire des grands choix, des grandes orientations sur lesquelles on arrive à mobiliser l'opinion et sur lesquelles on arrive à prendre des orientations et peut-être à prendre des décisions qui ne sont pas faciles, mais nécessaires pour que le système puisse se projeter dans le temps. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est ce débat sur le pouvoir d'achat, une étude de l'APEC qui vient d'être publiée, c'est que les Français se tournent d'abord et avant tout vers l'État. Encore et toujours, pour réclamer du pouvoir d'achat. Ensuite, c'est les magasins, la grande distribution, etc., pour avoir des prix bas. Et seulement en troisième position sont citées les entreprises pour augmenter les salaires. Oui, mais Raphaël, c'est aussi parce qu'ils savent que c'est l'État et la Sécu qui leur prennent leur pouvoir d'achat. Donc ils réclament des baisses d'impôts. Oui, est-ce que c'est ça, quand on dit je veux plus de pouvoir d'achat et je me retourne vers l'État en général, c'est plus d'aide. Qui prend la majeure partie de ce que vous gagnez tous les mois ? Quand vous gagnez 100 en France, il vous reste entre 46 et 47 euros dans la poche. Quand vous gagnez 100 en moyenne dans l'Union européenne, c'est 58 euros. Quand vous êtes en Suisse, c'est 70. Quand vous êtes en Espagne, c'est 60. Donc, il y a peut-être un truc que les Français... Donc, on pourrait avoir du pouvoir d'achat avec moins d'État, ce que vous nous dites. Non, mais le pouvoir d'achat, il part... Mieux d'État. Il part... Mieux d'État. Mais de l'euro dépensé. Nos concitoyens, ils sont tout à fait conscients du fait qu'il faut baisser la dépense publique. Je crois que la bataille de l'opinion, elle a déjà été gagnée là-dessus. Et c'est assez incroyable. Dans le sondage qu'on a sorti, c'est 82% des Français sont pour plutôt une baisse des dépenses publiques plutôt qu'une augmentation des impôts. Tant que ça ne les concerne pas. Non, mais c'est toujours pareil. Les efforts et chez les autres. Mais c'est important quand même de le souligner, parce que toute l'opération d'enfumage fiscal à laquelle on assiste en ce moment, elle est là pour contrer finalement les explications de pédagogie qui ont été faites par Bayrou sur la dette, sur le fait qu'il faut baisser la dépense, etc. etc. On a complètement changé d'atmosphère là, pour le coup. C'était jugé anxiogène. Mais non, mais pourquoi ? Non, mais pas du tout. Parce que les Français, l'opinion a basculé sur ce sujet et ceux qui refusent, et ceux qui sont payés par les services publics, etc., et qui refusent en fait, et heureusement, c'est pas la totalité, parce qu'il y a aussi beaucoup d'agents publics qui sont, et d'ailleurs notre sondage le montre, plus de 50% des fonctionnaires sont pour la réduction du nombre de fonctionnaires et ils sont pour le fait de passer au contrat et arrêter le statut pour les nouveaux entrants. Donc ça, c'est quand même des éléments importants. Il y a aussi des réformateurs parmi ceux qui travaillent dans les services publics et heureusement, ils sont devenus majoritaires. Mais ça, voyant cette bascule de l'opinion, il y a eu ce sursaut en face pour dire mais non, en fait, il n'y a pas besoin de faire des économies. C'est ça le message qu'on entend aujourd'hui. Pas besoin de faire des économies parce qu'il y a une petite poignée de 1800 personnes qui va payer l'addition. Mais recette magique. Et ça, en fait, c'est juste faux.
Donc il faut contrer ça pour réussir à revenir, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans le réel, c'est-à-dire où est-ce qu'on va trouver les baisses de dépenses